il n'était pas à il était à Paris, il est arrivé à Gégeois. Bonsoir à tout le monde, merci de votre présence, de votre participation. Je peux peut-être, en introduction, dire pourquoi comment ce livre est arrivé. Que dans ce que peut-être, pour lancer la discussion, dire comment ce livre est arrivé, et en fait de façon très opportuniste. Hein, ça ne faisait pas 5 ans que je me disais absolument qu'il fallait que je l'écrive. Comme Kofi l'a dit, Zone4 a eu un grand succès ici à Abidjan. Et mon premier objectif, c'était de montrer ou de prouver ou de démontrer que je n'étais pas l'auteur que d'un seul livre. J'étais capable d'écrire d'autres livres et que donc mon impulsion ne se limitait pas à la Zone4. Et ensuite, j'avais écrit un certain nombre de chroniques et de billets qui avaient été publiés dans une revue que je vous incite à lire régulièrement, qui est Zaouli, qui est la seule revue littéraire et culturelle de Côte d'Ivoire et qu'il faut soutenir. Et donc je me suis retrouvé avec ces billets, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Et c'est là que je me suis dit, après tout, si je les... C'est le café littéraire. Si je les rassemble, ça ne suffit pas. Ça ne fait pas un livre. Et je me suis dit, il faut que j'écrive plus que ça. Et c'est là où je me suis mis à écrire des nouvelles, dont Le Maître de Boisflé, qui a été la première que j'ai écrite, en me disant est-ce que j'y arriverai, parce que c'est un genre littéraire en soi, qui a des règles différentes de celles du roman, et qui est plus contraignante en fait que celle du roman. Et le Maître de Boisflé, comme ce que vous exprimiez, c'est-à-dire sur le rêve, en fait, reflète bien cette notion de réalité métissée. C'est-à-dire que dans ce livre, mon propos est bien de métisser des réalités qui sont vécues soit en Europe, enfin plus particulièrement en France en fait, soit ici en Côte d'Ivoire, et par des populations différentes, ce que vous exprimiez, c'est-à-dire c'est parfois des Africains en Afrique, parfois des Ivoiriens en France, parfois des Français ici, parfois des Français en France, et donc je métisse l'ensemble. Le principe du métissage, sur sa acception originelle, c'est le croisement, puisque au début on croisait des races, soit de bétail, soit de plantes, c'est ça la base. Bon. Et donc mon idée a été effectivement de croiser des réalités vécues par les uns par les autres, et en particulier ce que vous disiez, c'est aussi par des générations différentes, ou par des gens qui sont confrontés à l'autre. Par exemple, il y a un texte sur lequel je raconte un baptême dans une province française. C'est rien de plus traditionnel qu'un baptême dans une église en France, comme ici d'ailleurs, mais bon, il y a des siècles que ça se passe de la même façon, sauf que le curé est africain. Voilà. Et donc je raconte les réactions des gens par rapport à cette innovation, cette nouveauté, et aussi la réaction du curé. Comment lui-même se trouve avec des ouailles qui sont un peu différentes de celles auxquelles il était habitué lorsqu'il a fait sa prêtrise à vélo. Je te salue, Babi, c'est un texte de Francis James qui a été chanté par Léo Ferré, par Georges Brassens, par d'autres gens, et qui est un très beau poème. Et moi aussi, je suis tombé amoureux de ce poème il y a longtemps. Et je me suis dit, je vais m'amuser. Non, pas le pasticher, le métisser, c'est pas la même chose. Parce que le pastiche est humoristique, alors que là, j'essaie de garder l'émotion du poème, et pas de le pasticher. C'est la même chose pour Noir Charbon, pour ceux qui ont lu le livre. Vous avez vu que, en fait, c'est le conte de Blanche-Neige, donc des frères Grimm. Et là aussi, je ne cherche pas à le pasticher, mais
à le métisser, c'est-à-dire de dire, bon, voilà une histoire que je crois on connaît dans le monde entier. Hein. En Asie, au fond de l'Asie, les gens connaissent aussi Blanche-Neige. Hein. Bon, un peu par le film aussi, mais enfin tout le monde connaît Blanche-Neige. Et qu'est-ce qui se passe si Blanche-Neige est en Côte d'Ivoire? Voilà. Et donc, c'est cette notion de dire je la métisse, c'est-à-dire je la place dans un autre environnement que celui auquel on est habitué. Et donc j'essaie d'avoir un regard différencié, c'est-à-dire qu'aussi à chaque fois c'est le métissage des cultures. Hein, c'est-à-dire de dire on prend quelque chose qui est connu dans une culture et on la bascule, on le regarde avec un autre œil ou avec une autre culture et qu'est-ce qui se passe? Hein, c'est un peu comme les photographes qui ont le talent pour vous dire regardez, vous passez devant la pyramide tous les jours à côté, vous y faites plus attention et moi je vais la prendre mais avec des angles différents et je vais vous surprendre. Et donc c'est un peu cette notion-là que je me suis amusé à faire sur plusieurs textes. Alors, il y a même, vous avez vu, un discours que j'imagine être celui du président Gbagbo. Bien évidemment, il ne l'a pas prononcé. Voici quelqu'un qui prend des risques. Mais je ne crois pas, puisqu'il était à l'époque, j'imaginais, en fait, président, donc président élu hein, de la Côte d'Ivoire. Simplement, en fait, vous l'avez peut-être perçu, c'est le fameux discours de Dakar de Nicolas Sarkozy. Bon, discours qui, lui, a provoqué des réactions nombreuses ici, en Afrique. Et je me suis dit, on est habitué à ça. On est habitué, et encore, le président Macron a fait la même chose à Ouagadougou il n'y a pas longtemps. On est habitué à ce que des présidents français s'adressent à, disons, la jeunesse africaine. Bon. Et si on fait l'inverse? Et si c'est un président africain qui, pour une fois, s'adresse à la jeunesse française? Oui, c'est des mots, puisqu'en fait, j'ai essayé de rassembler toutes les expressions courantes qu'on utilise habituellement et dans lesquelles il y a soit l'adjectif blanc, soit l'adjectif noir. Blanc comme un linge, oui. Alors les idées noires, etc. Et dire voilà, je vais les inverser. Je vais systématiquement les inverser toutes, et qu'est-ce que ça donne? Voilà. C'est un peu aussi, bon, c'est qu'un jeu de mots, hein. Oui, ce n'est pas une prétention autre que celle de jouer avec des mots, comme son nom l'indique, mais dire voilà, si on change, si on inverse, hein, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la donne comme signification? Et un peu de se dire, vous voyez, on a des réflexes qui sont... Voilà. Donc il y a dans ce livre, hein, effectivement, un métissage aussi des... Vous avez vu, il y a des chroniques, il y a des nouvelles, il y a des textes, il y a des lettres, il y a des textes classiques qui ont été modifiés. Et c'est aussi un peu cet ensemble qui, je crois, donne le métissage des réalités. Hein, je n'ai pas voulu écrire simplement de façon descriptive. D'accord, parce que en fait, quand j'avais lu ce texte, il y avait deux questions qui m'étaient venues à l'esprit. J'avais voulu enchaîner. Excusez-moi de monopoliser le micro. J'ai dit comme ça, réalité métissée. Le métissage, est-ce une affaire de peau, de couleur, ou une affaire de mentalité? La deuxième était par rapport à l'illustration de la page couverture. Est-ce pour dire, comme la scène certaines personnes, le monde appartiendrait aux métis? Est-ce que la page de couverture... Donc, pour la première, moi en tout cas, je l'ai traité sous forme du métissage culturel. Ah, mon angle d'attaque, tout le livre, il est sous l'angle du métissage culturel. Il est vrai que, en relisant le livre, je me rends compte aussi que dans le livre, il y a finalement le croisement entre deux cultures. Hein, vous l'avez compris, une culture, on va dire, européenne ou française, en tout cas, et une culture africaine ou ivoirienne. Il y a aussi dans beaucoup de textes, finalement, un croisement entre la tradition et la modernité.
le dernier texte, Réminiscence, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Je donnais beaucoup de mal à l'écrire. Eh bien, l'illustration pour moi de ça, c'est-à-dire qu'en fait, vous l'avez vu, c'est un jeune cadre africain qui a très bien réussi dans un environnement mondialisé et qui tout d'un coup est rattrapé de façon inopinée par son enfance et par un environnement plus traditionnel qu'il avait perdu de vue. Et là aussi, il y a une confrontation en fait. Et African Rare, c'est un peu ça aussi, effectivement, c'est des générations. Première génération qui était restée dans la tradition, une deuxième qui est dans la révolte, ce qui est assez normal, les jeunes sont... Et la troisième qui est la nouvelle génération, celle des blogueurs, celle qu'on trouve là dans le petit gadget du président Macron et autres, qui eux parcourent le monde sans aucun souci. Ce qu'ils font pour la littérature ivoirienne, en particulier et en général la littérature africaine. Ma préoccupation, la suivante, s'adresse à l'écrivain. Selon vous, est-ce que l'hybridation ou l'hybridité est la solution pour guérir le monde ultra-impérialiste? Est-ce que vous croyez que vous parlez de métissage dans votre ouvrage, est-ce que c'est la solution pour que nous ayons un monde équilibré? Ensuite, ma deuxième question, c'est concernant la femme africaine. Dans votre exposé, il y a cru entendre que la femme africaine, pour qu'elle soit dynamique dans le système mondial, il faudrait lui donner l'aider à beaucoup plus en conscience de son imagination ou parce qu'elle est sous-classée dans la civilisation africaine. Comment l'aider à s'épanouir pour qu'elle soit plus dynamique dans le système mondial, la globalisation? C'est mes deux préoccupations. Le livre est en vente, il est à l'entrée, il fait juste 4 000 francs seulement, ça fait un bon poulet, non, ça ne vaut même pas un bon poulet à Cocody, ça fait un très bon poulet à Yopougon. Je vais essayer de répondre sans tomber. D'abord, oui, ivoire. Bon, je suis, évidemment, j'ai lu comme tout le monde ce qu'a écrit le président, le poète président Senghor. Poète président et pas le président poète, c'est intéressant. Bon. Néanmoins, non, je ne suis pas tellement favorable à l'hybridation. Enfin, on peut explorer, par exemple en musique, le jazz funk, c'est bien une hybridation entre deux musiques différentes, le funk et le jazz, ça donne des très bonnes choses. Mais je suis pour qu'on garde la diversité. Attention, vous savez... Source de richesse. Source de richesse. Par exemple, on est quand même très sensible sur la diversité de la faune. Vous savez, tout le monde dit attention, il ne va plus y avoir d'éléphants, il ne va plus y avoir de rhinocéros, il ne va plus y avoir de... etc. On ne se rend pas assez compte que la menace, elle est aussi sur les langues. Même en France, petit à petit, l'anglais, année par année, grignote, par la publicité, par le business et autres, la langue française. Et que la langue française, si on n'y prend pas garde, est menacée. Alors, pensez que la langue française, c'est quand même, je crois, la 5e langue pour parler dans le monde. Des petites langues sont encore beaucoup plus menacées. Même l'italien, par exemple, sont beaucoup plus menacées. Donc, je ne suis pas pour qu'on ait une sorte de, de garba où il n'y aurait qu'une seule culture mondiale. Par exemple, à ce titre-là, et toujours sur le côté critique que parfois on me reproche, je dis, bon, en Côte d'Ivoire, on a eu quelqu'un qui est quand même célèbre. C'est Samori Touré, l'Allemagne. Bon, ça n'a pas été un tendre, si vous allez à Kong, il ne voulait pas dire que... Bon. Mais c'est quelqu'un, c'est comme Napoléon. Napoléon, vous parlez aux Espagnols, ils disent, mais c'est comme Hitler, c'est épouvantable ce qu'il a fait en Espagne. Mais c'est quelqu'un de célèbre. Il y a quand même quelques endroits où il reste quand même
quelques maisons ou une case où on dit que c'était là où, effectivement, l'Albanie passait ou séjournait. Personne ne les entretient. Dans 10 ans, elles se sont toutes écroulées. Et donc, je dis, bon, il ne s'agit pas d'hybride de je ne sais pas quoi faire, il s'agit déjà de préserver ce qui existe. Hein, voilà. Alors, d'autre part, sur la deuxième question, femme africaine, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce qu'on ne parle pas de femme européenne. Hein, on ne dit pas, on a épousé, t'as épousé une femme européenne, hein, personne ne dit ça. On dit, t'as épousé une femme française, anglaise, américaine, japonaise, mexicaine. Et donc, il n'y a pas de raison de parler de femme africaine. On doit dire une femme ivoirienne, une femme ghanéenne, une éthiopienne. Bon, voilà. Et je ne suis pas d'accord avec vous sur l'idée qu'elle est sous-classée dans la société africaine. Dans la société ou dans la culture africaine. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Vous avez beaucoup de sociétés, de cultures en Afrique sur lesquelles elles sont matriarcales ou alors moi je sais pas très bien matrilinéaires, matriarcales. Et même dans le texte quelque part. Voilà. Donc la Bible parle de conseil. Oui, par exemple. Le conseil que la Bible donne, c'est bien sûr la dame ou la femme qui, à la maison, reprend, vous apporte la contradiction, vous donne une autre vision de la chose. Alors, donc je ne suis pas d'accord sur cette idée-là. Par contre, je crois qu'il y a effectivement un enjeu aujourd'hui sur l'autonomie de la femme par rapport au machisme. Denis, tiens. Je vous fais un jeu de